Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Café éthique. Le thème du jour, les considérations éthiques autour du don et de la greffe de matériel biologique humain, dans le sillage de la loi camerounaise numéro 2025/009. Cette loi affirme des principes forts, dignité, autonomie, justice sociale tout en soulevant des préoccupations majeures. Comment assurer un consentement éclairé? Comment éviter la marchandisation du corps? Comment protéger les plus fragiles dans un système de santé équitable? Le CDBPSH vous invite à un échange pluridisciplinaire, droit, médecine, culture, société. Seront aussi abordés la gestion des données biologiques et des biobanques, le rôle des comités éthiques institutionnels, l'accès juste aux greffes et le pouvoir de régulation nationale en matière d'éthique. Un seul objectif, remettre l'humain au cœur de la médecine et faire de chaque acte médical un acte réfléchi et responsable. Merci pour votre écoute et votre présence engagée. Bienvenue à l'édition du Café éthique de ce 30 juillet 2025, dont le thème est considération éthique de la loi relative aux dons, au prélèvement et à la greffe de matériel biologique humain au Cameroun. Comme nous le savons tous, et tous ceux qui s'intéressent aux questions d'éthique et de bioéthique, le Cameroun a franchi un pas important dans sur son chemin de transformation du système de santé national en adoptant avec le Parlement qui a adopté la loi et le président de la République l'a promulguée. Cette loi était tellement attendue parce que on a commencé déjà à faire de la transplantation rénale au Cameroun et il était nécessaire d'encadrer au moment où lorsque nous suivons les informations fondées ou non fondées sur les réseaux sociaux, il y a un vent de suspicion sur la marchandisation du corps humain du fait de la pauvreté dans certains environnements et dont nous voulions échanger cet après-midi sur cette loi. Lorsqu'on lit cette loi avec selon un angle de la bioéthique, il y a au moins une trentaine de considérations ou d'enjeux éthiques qui apparaissent dans cette loi. Quasiment dans chacun de ces chapitres, il y a des considérations qui renvoient au principe de bioéthique. En essayant de lire de manière transversale, dans le chapitre 1, dont cette loi qui a 55 articles, dans le chapitre 1 sur les dispositions générales, il y a un certain nombre de principes qui sont définis et qui renvoient forcément aux notions de bioéthique essentielles sur le respect dû au matériel biologique humain. Ensuite, le chapitre 2, qui parle des principes généraux, va rappeler des principes et des valeurs autour de la dignité, le respect de la vie privée, ou encore la protection du donneur, ou les éléments d'interdiction sur la publicité ou le commerce. Au niveau du chapitre 3, par rapport au consentement, nous savons tous que le consentement est l'une des pierres angulaires. Le chapitre 4 du prélèvement, la greffe ou de la destruction, là également, il y a un certain nombre de considérations sur la nécessité de la contre-expertise pour s'assurer que tout se fait dans le but d'améliorer la santé, ou encore si on va parler des centres accrédités ou des biobanques, les démarches de régulation ou les exigences de régulation sont mises en avant. Et l'une des parties clous,
qui pourra peut-être susciter le plus grand nombre de débats, c'est qu'il y a un organe national en charge de l'éthique et cet organe laisse interrogateur sur son ampleur ou sur son pouvoir, sur comment il sera mis en place. Est-ce qu'il y aura une seule instance et que ces gestes de transplantation ou de don ne seront à un seul endroit? Ensuite, il y a des interdictions et il y a des dispositions finales qui permettent de considérer et de reconnaître que c'est un champ en mouvement qui pourrait laisser la place à des ajustements ou à des adaptations exigées par l'environnement mouvant ou évolutif dans lequel nous sommes. Donc, merci d'avoir pris le temps pour participer à cet échange. Nous allons avoir, comme d'habitude, un exposé qui campe le débat et il nous sera délivré par le docteur Ngono qui va nous édifier sur la base de son expérience ici et ailleurs sur le don, le prélèvement ou la greffe de matériel biologique humain. Docteur Ngono, merci d'être disponible pour faire vivre l'échange de cet après-midi. Édifiez-nous sur les problématiques autour du don ou de la transplantation ou de la greffe de matériel biologique. Nous avons fait l'effort de distribuer à chacun une copie de cette loi relative au don, au prélèvement et à la greffe de matériel biologique pour ceux qui sont en salle. La loi 2025-009 du 15 juillet 2025 est disponible en ligne sur le site www.prc.cm. C'est téléchargeable gratuitement et vous pourrez avoir votre copie. Il est important de l'avoir pour que nul n'en ignore, et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Docteur Ngono, nous vous écoutons. Merci, professeur, de me donner la parole. Alors, depuis le milieu des années 1950 et les premiers succès de transplantation exclusivement rénale, au départ, le don et la greffe d'organes suscitent régulièrement diverses réflexions éthiques. La greffe d'organes ou de tissus permet de soigner des pathologies graves et peut offrir une alternative à des traitements lourds, tels que la dialyse dans le cas d'une insuffisance rénale. Elle nécessite de disposer de greffons qui sont prélevés très majoritairement sur des personnes décédées, mais qui peuvent l'être aussi sur des personnes vivantes. C'est fort de cela que le législateur camerounais a en effet autorisé de déroger au principe du respect de l'intégrité de la personne en cas de nécessité thérapeutique pour autrui. Dans tous les pays, malgré les efforts consentis pour faciliter le don, cette activité médicale pâtit d'une situation de pénurie. Donc, nous n'allons pas échapper à ce constat. Donc, il y a une problématique déjà éthique. Il est important de noter que si la première greffe des reins a été réalisée à Boston par Joseph Murray en 1957, la première greffe du cœur a été réalisée en terre d'Afrique, au Cap, en Afrique du Sud, en 1967, par Christian Barnard. C'est l'occasion aussi de saluer avec respect la médecine camerounaise qui n'a pas attendu la loi pour prendre soin des femmes et des hommes qui avaient besoin d'un organe. La loi numéro 2025
2009 du 15 juillet 2025 relative aux dons, au prélèvement et à la greffe de matériel biologique au Cameroun fait inscrire dans ses lois ou dans le corpus juridique du Cameroun la notion de non-patrimonialité et de non-disponibilité du corps. Avec cette loi, le Cameroun s'inscrit dans les pays qui interdisent la marchandisation du corps. Mais cette interdiction se fait au nom d'un principe intangible. Le corps du citoyen ne lui appartient donc pas en propre. Il ne peut en faire commerce. Et pourtant, étrangement, il peut en faire don. Don de ce qui ne lui appartient pas. La loi camerounaise, dans son article 16, considère que le corps de la personne décédée peut faire l'objet d'un prélèvement d'organes si la personne a donné son consentement de son vivant. Cela est-il possible dans notre contexte où le culturel a encore une forte prégnance? Cette question apparemment simple se heurte à une opinion fondamentalement attachée à ses us et coutumes. L'idée d'un corps, d'un proche qui serait arraché à sa famille sous le prétexte qu'il a consenti au don heurte et heurtera les sensibilités. Il n'y a donc pas de solution éthique simple. Le rationnel ne sera pas souvent au rendez-vous. Mais on ne peut pas être sans effroi devant un corps dépecé en quelques minutes, cœur, rein, foie, intestin, pancréas, os, cornée. Même si ce corps est voué à être mis dans la terre en quelques heures plus tard. D'autant plus que la personne est dite en état de mort cérébrale. Son cœur bat. Son corps est chaud au toucher. Certes, son électroencéphalogramme est plat et une injection de produits de contraste iodé révèle qu'il n'y a plus de circulation cérébrale. Il s'agit d'une mort culturellement évidente. La culture imprime sa marque, en effet, sur les greffes d'organes. Dans un grand nombre de pays, le mort est plus intouchable que le vivant. Le mort est plus intouchable que le vivant. En réalité, moi, en fait, parlant de cette culture, le premier mort que j'ai vu, cadavre que j'ai vu réellement, c'était mon père. Avant lui, je n'avais pas vu de corps. Ah, oui. Donc, je revois ça souvent, un très grand choc. Et puis un jour, mes enfants qui sont nés dans une autre culture me demandent, papa, est-ce que les gens meurent ici où nous sommes nés? J'étais obligé de leur expliquer que la mort a été modernisée et elle est cachée. On peut pas. À tel point aussi que chaque fois qu'on appelait du Cameroun pour m'annoncer que quelqu'un était mort, ma deuxième fille qui s'appelle Christelle me dit un jour, papa, il y a la mort au Cameroun, hein? Donc, je dirais que je lui explique que non, c'est peut-être parce qu'on appelle souvent que tu es au courant, mais tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les EHPAD et autres. Je veux dire que la mort a toute une symbolique. Donc, dans certains pays, le mort est plus intouchable que le vivant. Ceci explique et justifie les prélèvements seulement chez le vivant, en particulier dans les pays et cultures islamiques et orientales. Le don entre vivants pose des questions d'ordre éthique différentes.
Quel est le degré de liberté ou de soumission du donneur? Dans les pays islamiques où cette forme de don est à peu près exclusive, ce sont les femmes qui donnent plus que les hommes. Le statut de la femme n'est peut-être pas étranger à cette asymétrie. Ce don à partir du vivant encourage les transactions financières. L'Iran les a même institutionnalisées en rémunérant officiellement les donneurs à un prix forfaitaire. Mais souvent des trafics sordides alimentent le marché. Des personnes riches obtiennent un organe non essentiel, le rein par exemple, à un prix variable selon l'état économique du pays. Ce prix peut atteindre 80 à 100 000 dollars US. Les condamnés à mort en Chine, près de 10 000 par an, sont la source quasi exclusive d'organes transplantés en ce pays et font l'objet d'un marché lucratif pour les hôpitaux. Le professeur Ngolo a introduit et a parlé de ce qui se dit dans notre autochtonie originelle au Cameroun, c'est-à-dire dans mon pays, qui est notre pays. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments appuyés sur le savoir. C'est pour ça que je fais un clin d'œil pour voir comment ça se passe ailleurs, ce qui est capable d'être fait à partir de ces dons. Je sais aujourd'hui que, discutant avec un de mes collègues qui est universitaire, il m'a dit un certain nombre de choses. Il y a des rapts de personnes, et puis, bon, moi je lui ai dit qu'en tout cas, ça se dit, mais tant que je n'ai pas vu, c'est peut-être vrai, j'ai une déformation, mais ça doit nous préparer par rapport, en fait, et puis les débats que nous avons commencé à compris avec le professeur Ngolo, un de nos membres, le directeur général de la CNPS, on a eu un grand débat sur cela, c'est que on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce que les gens disent. Les gens ont peur de cette loi parce qu'elle risque d'être la sanctuarisation du mal dans toute sa pétulance. C'est pour ça que j'ai pris des exemples ailleurs. Ça nous permet de revoir très bien sur nous. Et puis, lorsque j'ai dit cela, je vais dire, on faire maintenant l'économie du texte parce qu'il s'agit des considérations éthiques. L'économie du texte m'amène à affirmer que la législation en matière de don d'organes s'appuie notamment sur deux principes de consentement, c'est-à-dire la gratuité, corrélée aux notions de non-patrimonialité et d'indisponibilité du corps humain. On s'entend bien, c'est-à-dire qu'au Cameroun, le Cameroun fait un bond en avant dans l'amélioration de l'éthos médical parce qu'il s'inscrit dans le club des grands, c'est-à-dire que tous les produits du corps humain, c'est gratuitement. C'est gratuit. C'est un don. Actuellement, je n'ai pas voulu ouvrir un débat sur le don. Marcel Moss, qui a travaillé dans des contextes chez les Amérindiens, a sorti un axiome sur le don. Ça veut dire le don, naturellement, appelle le don. Ça veut dire que chaque fois qu'on a rendu un service, même si, en fait, ça je l'ai vécu quand je venais de rentrer ici, donc après un service, on me présentait de l'argent, je leur disais que je ne vois pas, je comprends pas très bien de quoi il s'agit. On me disait non, en fait, je ne comprenais pas. En discutant avec ma mère, un jour, ma mère m'a dit que non, c'est comme ça que ça se fait. Si tu as bien fait quelque chose, les gens peuvent, oui.
Donc, il y a même pas très longtemps, il y a 2 semaines, j'ai terminé un cours à l'École nationale supérieure de police, dont ils sont venus avec de l'argent pour me donner 65 000. Bon, je leur ai dit que je ne suis pas le seul enseignant de l'école, déjà. Est-ce que vous allez donner à tous les enseignants 65 000, là? Nous sommes nombreux, hein? C'est beaucoup d'argent. Ça va faire beaucoup, parce que oui. Et, in fine, je leur ai dit qu'en fait, pourquoi ne ferez-vous pas un cadeau? Par exemple, si vous voulez à tout prix me faire un cadeau, moi, je veux pas toucher à de l'argent. Donc, ils ont acheté quelque chose qu'ils m'ont donné et que je l'ai accueilli. Je leur ai demandé pourquoi. Ils me disent non, vous enseignez très bien et nous sommes très contents depuis que nous sommes avec vous depuis 1 an. Donc, voilà. Ça veut dire que le don appelle, il y a, Marcel Mauss a dit quelque chose qui se revoit. C'est-à-dire que les gens qui vont donner, et ceux qui vont recevoir, est-ce qu'ils ne seront pas dans une prison de culpabilité d'avoir reçu, de vivre avec le rein de quelqu'un, Donc, je n'ai pas voulu ouvrir le débat sur ça, mais, si je m'en tiens dans nos discussions avec le directeur, cette journée est un prélude, en fait, le café éthique, qui est traditionnel, est un prélude à une journée sur le don d'organes, qui va se faire par le café éthique et son partenaire, la chaire d'éthique, et naturellement, l'hôpital central. Et donc, on aura l'occasion de revenir sur toute cette terminologie de fond en comble. Alors, le consentement du donneur, à l'article 12, il est encadré. Il se fait en présence d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant direct de celui-ci. Et naturellement, le professeur parlait d'un organe, ça c'est une retombée, nous allons le dire très devant un organe national en charge de l'éthique. Devant le président du tribunal de grande instance, saisi sur simple requête par devant notaire. C'est-à-dire, en fait, en relisant ce texte, je suis reparti loin en arrière sur un texte qui a été publié dans un pays où j'ai fait mes études, la loi Cavaillet, en 1976. En fait, on avait exclu, il n'y avait pas, ça veut dire que le don était un colloque singulier, comme avant. Ça veut dire qu'à l'époque, dans les années 80, quand on a commencé les études d'éthique, c'était une des grosses critiques. On se retrouvait avec une loi individualiste qui avait exclu la famille du débat. Ah, ça, quand j'ai fini de lire le texte, je me suis dit, voilà, le texte a une consonance de solidarité. C'est pour ça qu'en plus des médecins, en plus, il y a tout un ensemble de personnes pour s'assurer que le consentement a été donné et a été obtenu. À l'article 16, ce qui me gêne un peu, c'est qu'à l'article 16, la famille de la personne décédée qui a donné son consentement est écartée. Elle a donné son consentement, peut-être parce qu'elle est déjà décédée, et puis elle est écartée. Il lui est dénié tout droit à la parole en ce qui concernerait le prélèvement d'organes sur le corps de son proche parent. Je me suis posé la question, pourquoi cela? Pourquoi à la page 12, il y a une solidarité, je veux dire à l'article 12, on est ancré dans notre culture de solidarité et de fraternité, et à l'article 16, on rentre dans une loi que j'ai toujours décriée, celle de 76, qui est individualiste. Ça, on aura peut-être l'occasion. Les considérations éthiques, comme l'a dit aussi le professeur Congolon, de la première page jusqu'à la dernière, c'est-à-dire que le droit a transformé la bioéthique en loi. C'est-à-dire qu'on a pris, c'est-à-dire les juristes se sont servis de l'éthique pour donner au Cameroun une loi. Donc le consentement éclairé est là. On s'assure avec toutes les garanties d'assurance que il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu je dirais quoi, on n'a pas d'imprision, oui, voilà. Il n'y a pas eu, oui. Et deuxième point, il y a l'autonomie du donneur, mais une autonomie qui est
par l'autonomie américaine, c'est-à-dire qui est le libre arbitre. Ça veut dire que l'autonomie dans le contexte camerounais, le contexte africain, c'est une autonomie, je dirais, partagée, en ce sens que lorsque on est dans une période de fragilité, on a toujours besoin d'un soutien. Et ce soutien, ça peut être son conjoint, ça peut être son fils, ça peut être sa sœur, ça peut. C'est comme ça qu'on essaie de comprendre. C'est pourquoi je dis, c'est pas une autonomie contrôlée, mais c'est une autonomie partagée. Et naturellement, il y a la question de l'équité et de la justice. Parce que lorsqu'on parle de pénurie, ou bien lorsqu'on regarde l'expérience chinoise ou d'autres expériences où les gens peuvent sortir $100 000, il va se poser de graves problèmes. Parce que, tenons-nous tranquilles, il y aura des listes d'attente. Il faut qu'on sache cela. Il y aura de longues attentes dont la justice et l'équité devraient être convoquées. Naturellement, la confidentialité des données et la protection des données, dans le texte, on retrouve et les risques et avantages. Et naturellement, tout ce qui a été fait, c'est pour éviter qu'on exploite la vulnérabilité. Le texte a mis des garde-fous pour que la vulnérabilité ne soit pas exploitée. Et là, toujours, nous sommes dans le contexte de l'éthique. Le législateur camerounais sanctuarise, de mon point de vue, 2 types de dons. Le don d'organes vivants, qui est déjà encadré, mais vers la fin, je demande qu'on renforce davantage. Le don d'organes post-mortem, ça aussi, qui est encadré. Et puis, il y a un cadre éthique. Ça veut dire un cadre éthique. Il y a un organe national d'éthique qui sera créé pour accompagner. Je pense que, j'espère que ça ne va pas se contenir rien que au don d'organes, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la PMA, qui est un grand enjeu éthique. Il y a tous les diagnostics prénataux, anti-prénataux, qui sont aussi des grands. Et puis même, tout ce qui concerne les produits sanguins, ça a des très grands, c'est des charges symboliques à grand enjeu éthique. Bon, disons-nous, c'est déjà ça pour le don d'organes. Et naturellement, dans le cadre éthique, il y a la reconnaissance du tiers. Le tiers ici étant la place de la famille, la place du conjoint, la place du président du tribunal. Les principes éthiques qui doivent être respectés dans cette démarche, ça je reprends parce que le professeur Ongolo l'a dit lorsqu'il introduisait, il y a le principe du respect de l'autonomie. Nous l'avons dit, on ne va pas, il y a tout qui est mis en route pour que la personne ne soit pas bousculée ou soit pas influencée, qu'il donne un consentement de manière libre, parce qu'il a été éclairé. Il y a le principe de non-malfaisance, ne jamais nuire, la justice, et naturellement la notion de dignité, qui est le socle de cette loi. Pourquoi? Parce que la personne humaine ne peut pas être instrumentalisée. Il ne peut pas être un moyen. Il n'a pas de prix et il n'est qu'une fin. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Et dans le cadre de proposition, quand j'ai dit cela, je dirais d'abord dans un travail que la transplantation d'organes sera victime de ses succès. Or, si la découverte des traitements immunosuppresseurs efficaces a permis un développement considérable des transplantations, une autre évolution est attendue. Actuellement, les médications qui permettent de s'opposer au rejet provoquent de graves effets adverses.
Donc, on devrait grandement travailler sur ce point. Alors, le jour où l'on réussira à induire une tolérance à l'élément étranger qu'est tout greffon, la médecine sera capable de nouvelles prouesses. On pourra multiplier les interventions, pallier de multiples déficiences. Tout cela soulèvera une énorme pénurie d'organes. Ce langage est contestable. Le terme de pénurie évoque le manque d'une denrée qui devrait être disponible. Or, les organes greffés proviennent du corps de personnes humaines. Ils ne sont pas une denrée. Le corps lui-même ne peut être considéré comme une mine exploitable en fonction des besoins. Il est beaucoup plus adéquat de parler en termes de conflit de valeurs. Les médecins qui plaident en faveur d'un constant développement des transplantations privilégient la vie et la santé de leurs malades. Ce sont évidemment des valeurs dont l'importance légitime l'affectation d'amples ressources matérielles et humaines. Mais à ces valeurs doit-on accorder une prééminence absolue? Cela conduirait à ne pas tenir compte des liens qui subsistent après la mort entre une personne décédée et ceux qui lui étaient proches de son vivant. Ce serait aller contre une tradition immémoriale, meurtrir profondément certaines familles, au point, dans certains cas, d'affecter leur santé psychique. Ce serait manquer de respect envers des personnes déjà douloureusement affectées par un décès ressenti comme tragique. Or, cette valeur, elle aussi, mérite d'être mise en compte. C'est pour ça que nous pensons qu'on devrait parler d'une solidarité fraternelle dans le cadre de cette démarche de don d'organes. Et je dirais, pour terminer, que la solution idéale en ce qui concerne le post-mortem est que chaque citoyen exprime clairement sa volonté au sortir de l'adolescence, quitte à revenir plus tard sur sa décision en toute liberté. On parlera alors de consentement explicite. Le don d'organes vivants pour éviter le mercantilisme, une loi devrait autoriser ces dons entre vivants, mais en les limitant à la fratrie et à la famille proche et en les soumettant au contrôle de l'organe national d'éthique. Des contraintes peuvent peser sur des donneurs vivants. La famille devrait être reconnue dans le rôle de dépositaire privilégié des volontés exprimées par le défunt. Célébrer avec faste la journée mondiale du don d'organes qui se tient le 22 juin de chaque année. Je dirais, pour terminer, que la greffe d'organes ou le tissu exprime au plus haut point les contradictions éthiques entre un bénéfice évident pour la personne qui reçoit et les sentiments personnels d'une société sur le statut du corps. Le corps ne sera jamais une chose. Il est parfois sacré, mais il est toujours au cœur d'un débat éthique. Le respect de convictions philosophiques et spirituelles de la personne donneuse s'impose, quelle que soit leur rationalité. De même que doit s'imposer le respect des convictions concernant l'état de mort encéphalique. La mort encéphalique peut ne pas être considérée par certaines personnes ou cultures comme la vraie mort. Elle est un événement avant d'être un fait, d'où l'importance d'une information non culpabilisante à partir d'interrogations légitimes et le respect des convictions inébranlables. Si une société doit tout faire pour encourager les greffes d'organes, elle ne doit pas traiter cette question comme celle d'une simple pénurie des ressources, mais reconnaître l'importance de la dimension symbolique du rapport au corps. Le discours médical de bienfaisance
pour le receveur ne peut pas se substituer à un dialogue de sens. Il me semble que pour que cette loi porte tous ses fruits et qu'elle porte des fruits en abondance, elle doit être inscrite au cœur du dialogue entre personnel soignant, entre les citoyens, entre les personnes malades, c'est-à-dire en fait entre les humains qui habitent au Cameroun. Le dialogue peut faire en sorte que nous puissions aller loin et faire en sorte aussi que nous mettons des balises pour éviter les dérives. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Dr Ngono, de nous rappeler la dimension protectrice de cette loi, mais également de la replacer dans le contexte global qui est celui de toute avancée. Oui, si on doit donner du matériel biologique, ce matériel peut manquer. Et il y a dans un pays de diversité comme le Cameroun et dans un monde qui est devenu un village, des pratiques qui sont courantes et qui peuvent choquer certaines valeurs qui sont celles des Bantous, par exemple. Il y a la question du don entre vivants. Le don entre vivants qui va donc poser la question de est-ce que je peux décider de donner mon rein à telle personne? Est-ce que je peux décider de donner mon rein contre de l'argent? Est-ce que je peux décider de donner mon œil contre l'argent ou une partie, je sais pas de quoi, contre de l'argent? Et il y a toute une autre problématique autour de quelqu'un qui est décédé. On peut récupérer des organes chez cette personne pour continuer de donner la vie à quelqu'un qui est en situation de souffrance. Et c'est là où ça devient donc compliqué. Qui décide? Et comment on s'assure que tous ceux dans une société qui vit autour de la communauté doivent décider et comment apporter la preuve que c'est effectivement un consentement communautaire, au lieu que ce ne soit un consentement individuel. Le texte a pris un certain nombre de dispositions, mais entre ce texte et sa mise en application, il faut commencer le débat pour comment les textes d'application doivent se mettre en place, dans quel mécanisme, et vous avez même déjà commencé, n'est-ce pas, à montrer certains aspects où il serait bien de clarifier en prenant par exemple le cas particulier, en suggérant que si l'on veut éviter de soumettre les gens à la tentation de $80,000 ou $100,000 contre un rein, il vaut mieux que ce ne soit même pas envisageable. Si on dit que je ne peux donner qu'aux gens de ma famille, n'est-ce pas? Mais si on laisse ouvert, ça peut devenir effectivement très compliqué. Donc, l'autre question, vous avez bien raison, parce qu'il y a une question d'argent. Il suffit pas de transplanter. Encore faut-il avoir les moyens de prendre les médicaments pour entretenir et éviter le rejet, ce qui met donc en plein dans la discussion bioéthique la valeur de l'argent, la valeur du don, la pratique orthodoxe pour éviter le mercantilisme ou la marchandisation. Voilà, les uns et les autres avaient eu les copies. Le moment de l'échange va commencer. Il s'agit véritablement pour chacune et chacun de partager ses interrogations ou ses perspectives, parce qu'effectivement, il y en a, et l'enregistrement ou la documentation de ces différentes perspectives, de ces peurs, est le début
du commencement de la mise en application de cette loi pour que nous sachions bien le moment venu qu'est-ce qui est important lorsque il faudra préparer les textes d'application. Alors, comme d'habitude, au Café Éthique, c'est celui qui veut parler qui prend la parole, mais pour que nous ne parlions pas tous en même temps, je voudrais solliciter que ceux qui veulent partager des craintes ou des perspectives puissent lever le doigt et que nous puissions agencer l'utilisation de la deuxième mi-temps de cet échange. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, nous allons commencer par ma gauche. Allez-y, vous vous présentez et vous dites, vous partagez vos propositions. Merci, monsieur le directeur, pour la parole donnée. Déjà, je voudrais adresser très sincèrement mes félicitations à l'intervenant qui est en face de moi, qui a pris toute la peine pour nous faire découvrir les contours philosophiques, les contours scientifiques et même éthiques relatifs à la loi. Mon intervention va porter sur 3 points. Il ne s'agit pas de questions. Je voudrais agir ici en termes de contribution. En réalité, cette loi vient heurter notre contexte culturel, comme le soulignait déjà monsieur le directeur. Comme c'est une véritable innovation qui entre dans la pratique médicale et compte tenu de son impact dans la sauvegarde des vies, je proposerai que le ministère de la Santé publique, avec ses partenaires techniques et financiers internationaux, avec ses confrères dans l'action gouvernementale tels que le MINAT, tels que le Minjustice, avec dans une certaine mesure la participation de l'Organisation mondiale de la santé, représentation nationale au Cameroun, ONU Femmes par exemple, organise des missions de sensibilisation des populations par rapport à cette loi, en insistant sur le fait que cette loi ne vient pas heurter ou alors remettre en question le caractère sacré de l'être humain dans la culture bantoue, par exemple, mais que cette loi-là vienne pour sauver des vies. Il ne s'agit pas des meurtres, il ne s'agit pas de trafic, il s'agit d'un acte légitime et légal qui contribue à sauvegarder une vie. Alors, qui prendra part à cette mission de sensibilisation? Je peux déjà citer les autorités administratives qui sont les représentants gouvernementaux sur le terrain et qui sont en contact direct avec la population. Il y a les personnels de santé qui devraient être des acteurs ou même des bénéficiaires de cette mission de sensibilisation. Il y a les collectivités territoriales décentralisées. Il y aurait également les chefs traditionnels et les associations. Eh bien, tous ces corpus sociaux sont des éléments qui sont en véritable situation de proximité avec les populations, qui serviront ainsi de relais explicatifs par rapport à la bienvenue, par rapport à l'importance de cette loi qui viendra sauver les vies ici au Cameroun. Voilà la première proposition. La deuxième proposition, la loi, quand je l'ai lue, prévoit en son article 54 des textes réglementaires qui vont préciser en tant que de besoin les modalités pratiques d'application de la présente loi. La loi est un texte qui donne des orientations au regard du droit. La loi fixe le cap. La loi donne la voie et fixe même les principes. Dans le cadre des textes d'application qui viendront ainsi opérationnaliser la loi, je proposerai que
le ministère Santé soit associé au ministère Justice, au ministère de la Recherche scientifique et technique et à certaines ONG qui sont là pour la promotion des droits de l'homme, à la Délégation générale de la Sûreté nationale et au Secrétariat d'État à la Défense qui sont là comme des auxiliaires du magistrat de parquet dont la mission essentielle est la préservation et la défense de la société devant les juridictions. Sans oublier naturellement l'ordre des avocats qui peuvent également être des acteurs qui pourraient prendre part à l'élaboration de ces textes d'application. Troisième suggestion concerne la transplantation d'organes. C'est une activité médicale, je dirais même médicale et chirurgicale très chère. Et comme ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, monsieur le professeur, je peux vous proposer, par exemple, que cette activité-là soit subventionnée. C'est-à-dire, comment le mécanisme va se faire? Le mécanisme va se faire dans le cadre de la préparation de la loi de finances. Comme c'est une activité régalienne, il faudrait qu'une ligne qui pourrait entrer dans les dépenses communes soit mise en place pour voler au secours de tous les patients qui seront l'objet de la transplantation organique. Ainsi, par exemple, si je prends un exemple arithmétique, à supposer que le coût est de 500 000 francs ou de 800 000 francs, l'État peut déjà prendre en charge les 2 tiers et le tiers à payer par les familles. Je me dis qu'une disposition budgétaire de ce genre pourrait militer dans le sens de la préservation de la justice sociale. Je vous remercie. Voilà tout ce qu'il y avait comme contribution par rapport à ça. Oui, je suis Michel Ntimbala, enseignant-chercheur à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et je travaille aussi en collaboration avec le professeur Ngono. Je m'intéresse beaucoup aux problématiques éthiques. Je ne voudrais pas être prétentieux pour juger une loi qui a été adoptée par notre Parlement. Loin s'en faut. C'est très bien de voter une loi pour le don d'organes et tout ce que vous savez. Mais cependant, il y a un problème qui se pose. C'est une pratique, comme l'a dit le docteur Ngono, qui a fait son chemin dans les pays d'Europe et qu'on voudrait adopter aujourd'hui dans notre contexte. Mais je regrette une chose, parce que c'est comme si on aurait mis la charrue avant les bœufs. Ah oui, parce que je ne sais pas si présentement on peut nous évaluer sur la pratique de l'éthique dans notre contexte actuel. Moi, bon, peut-être que je serai excessif dans ma manière de voir les choses. Dans notre contexte actuel, nous vivons un désert éthique. Je pense donc que si nous voulons mettre en place cette loi, il va falloir d'abord sensibiliser les populations sur des problèmes d'ordre éthique, parce que ça nous tombe là comme un cheveu dans la soupe. On a voté une loi dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Et comme l'a dit mon prédécesseur, le corps, il y a un caractère sacro-saint du corps humain. Et je ne sais pas comment, il faudrait une reconversion catégorielle au niveau de nos champs mentaux pour accepter qu'on puisse prélever, par exemple, les organes d'un membre de la famille qui est mort. C'est un sérieux problème. Il faut vraiment travailler notre mental. En fait, ma proposition, c'est que si on veut que cette loi puisse prospérer dans notre société, il faut renforcer
il faut promouvoir la culture de l'éthique dans notre contexte. Si tel n'est pas le cas, il serait difficile d'être à l'abri des dérives. Nous connaissons ce que nous sommes. Je vous remercie. Merci, Dr Ngono, pour la présentation. En fait, mon inquiétude est au niveau du don familial. Étant donné que l'article 4 de la loi précise clairement les principes, à savoir la non-discrimination et aussi le respect des bonnes pratiques cliniques. Alors, et nous savons aussi que le serment Hippocrate demande qu'il n'y a pas de discrimination entre les patients. Donc, si on se limite au niveau familial pour faire les dons, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de cet principe de non-discrimination, le respect des principes de bonnes pratiques cliniques et aussi des serments prêtés par les praticiens? Donc, c'est un peu ça mon inquiétude. Merci. J'ai donné cette proposition. En fait, je fais dans les va-et-vient. En 2004, c'est pas parce que les Français l'ont fait, que j'ai pris. C'est intéressant. Mais je suis parti d'un constat. Il y a un prêtre du diocèse de Mbalmayo qui avait été évacué pour un don d'organes, pour justement un don d'organes. En fait, chaque fois qu'il était sur une liste d'attente, mais dès que c'était son tour, il y avait un problème. Et un jour, on se rencontre devant la cathédrale de Paris, et puis il commence à pleurer à chaudes larmes pour me dire qu'il va mourir parce qu'on refuse de lui donner un rein. Je lui ai dit non, un homme ne pleure pas. Comment ça se passe? Il m'a donc expliqué, et on avait vu pointer un peu le racisme. Ce n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, dans les discussions, on se dit non, il faut pas pleurer, il faut qu'on réfléchisse. On a donc commencé à réfléchir. Je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas rentrer au Cameroun, trouver quelqu'un de ta famille qui vient avec toi, si vous êtes compatibles, et puis ça se passe. Je veux pas seulement donner le nom du prêtre, parce que en fait les gens qui sont dans Mbalmayo le connaissent. Et il m'a dit, je ne sais pas si ça va marcher. Je lui ai dit non, ça va marcher. Rentre au Cameroun. Et il est venu au Cameroun. Et il a... d'ailleurs, ce qu'il m'avait dit, en fait, j'ai fait des expériences dans la zone islamique, le Maroc, c'est pour ça que j'ai donné certains exemples. Et Beloussif a beaucoup travaillé sur la question, il est marocain, sur les dons. C'est lui qui nous a donné beaucoup d'arguments sur le rapport à l'islam avec le don des femmes. Mais sur les personnes qui se sont positionnées pour lui donner un rang, c'était des femmes, dont 5 femmes. Donc, il pouvait pas venir avec les 5 femmes. Il a choisi au hasard. Et comme il m'a dit, j'ai fermé les yeux. Et puis, j'ai dit, on va mettre le nom. Et le nom qu'il a pris, dès qu'il a ouvert, c'était une de ses tantes. Il est venu avec un nom. Et c'est comme ça qu'il a eu le rang. Et d'une autre manière, en fait, ici, la loi de 2004 qui m'a impressionné lutte contre la marchandisation. Parce qu'en fait, je donnerais facilement un rein à ma fille, sans interdit. C'est-à-dire que si j'en ai 3, une a un problème, Christelle, Ornella, Julie, je serai prêt oui, et sans condition. C'est à peu près ce que je suis en. Donc, là, c'est dans des propositions
parce que il y a tout un ensemble d'arrêtés qui peuvent arriver. Donc, c'est une proposition. Mais on fera tout pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Ça veut dire que parce qu'en fait, il y a un registre national des dons d'organes. Mais c'est là où on ne peut pas faire de discrimination. Ça veut dire que de vivants à personnes vivantes, les Français ont, parce que il faut me dire, j'ai regardé un peu, l'année dernière, il y a eu 6000 transplantations d'organes en France et 5400 étaient donnés en post-mortem. Ça veut dire que le problème de donneurs vivants, comme viennent de dire les uns et les autres, se pose avec acuité. Sur les 6000, il y a eu 465 donneurs vivants. Les autres, c'était des post-mortem. Et comme a dit le premier intervenant, il faut travailler pour que les gens puissent accepter qu'on prélève un corps, on prélève l'organe de quelqu'un qui est décédé. Et comme a dit le second, il faut aussi beaucoup travailler pour qu'on change des schèmes mentaux, dont le docteur Outi, mon collègue, il faut travailler pour que les gens changent des schèmes mentaux et qu'on soit capable d'être une société de dons. Parce qu'en fait, quand moi j'ai grandi, je sais que en Afrique, l'Afrique est caractérisée par la culture du don, la solidarité. Certes, une solidarité mécanique. Il faudrait avec les dispositifs de la loi, on va passer à une solidarité organique. Et lorsqu'on est dans une solidarité organique, Paul, c'est pas possible de discriminer. Oui, docteur Armand veut intervenir en ligne. On écoute. Ok, merci pour ça. Je n'ai pas pu être là physiquement. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette présentation. Et particulièrement l'analyse du docteur Renaud, s'il vous plaît, sur l'autonomie. C'est le premier principe de l'éthique. Et il nous a fait comprendre qu'elle peut être perçue différemment selon les contextes, ce qui était clair. Ce n'est pas la même chose en Amérique qu'au Cameroun. Et il a été davantage avec les articles 12 et 16. À 12, quand on veut faire le consentement, on a des témoins, c'est seulement de la famille. Mais à 16, la famille n'intervient plus post-mortem. Je trouve que c'est une insuffisance. On a commencé un raisonnement qu'on n'a pas terminé. C'est-à-dire associer la famille et après ne plus l'associer. Mais je suis un peu gêné sur le commentaire sur le don seul par la famille. Je ne sais pas si c'est dans le texte, je ne l'ai pas encore tout lu, ou c'était le commentaire du modérateur. Si on veut réduire seulement la famille, je pense qu'ainsi on veut, je ne sais pas, priver l'homme de son caractère altruiste. On peut bien vouloir donner, c'est-à-dire la bienfaisance. Et pour terminer, je voulais aussi faire un commentaire sur le premier orateur, celui qui est intervenu pour demander que la loi qu'on fasse une promotion de la loi et ceci. Moi, je pense peut-être autrement. S'il fallait qu'à chaque loi on fasse toute une promotion, c'est peut-être penser que les Camerounais ne réfléchissent pas. La loi vient combler un vide. Les dents de sang se faisaient déjà, ça c'est clair. On est venu vraiment mettre sur le rail. La procréation médicalement assistée se faisait déjà. On est seulement venu donner un cas dans lequel on peut le faire pour qu'il y ait suffisamment de justice et d'équité. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Ok, merci beaucoup pour cette intervention. Effectivement, il y avait une suggestion. Le point sur la restriction, c'était une suggestion pour le don entre vivants. En tenant compte, je suppose, du fait qu'à un moment donné, il y a des questions de compatibilité et que souvent la compatibilité va se retrouver plus facilement au sein de la famille. Merci pour ces autres contributions-là. Effectivement, la loi vient combler un vide. La lecture que moi je fais des articles 12 et 16 est que l'article 12, en fait, fixe le cadre. Mais au niveau du 12, celui qui doit prélever, donc le soignant qui doit prélever, avant de prélever, doit s'assurer
il y a la preuve que la personne a accepté. Donc, je ne peux pas, en tant qu'acteur du prélèvement, effectuer le prélèvement sans avoir la preuve que l'article 12 a été... c'est comme ça que moi je le lis, puisqu'ils se suivent, ils sont dans le même chapitre et même dans la même section. Donc, c'est comme ça que moi je le lis. C'est-à-dire que si moi, qui vais prélever, l'acteur du système de santé, je ne peux pas prélever si je n'ai pas la preuve, n'est-ce pas, que la personne a effectivement donné son consentement libre et éclairé. Or, il l'a donné devant les membres de la famille. C'est archivé, c'est acté qu'il a donné son consentement. Donc, pour moi, j'entends ça comme un avertissement à ceux qui interviennent dans le prélèvement. Voilà le commentaire que je voulais faire sur ce point-là. Il y avait d'autres orateurs. Allez-y. Oui. Ok. Merci pour la parole donnée. Je vais intervenir ici, non pas pour manifester les inquiétudes, mais peut-être pour les perspectives. Nous avons la chance d'avoir été du début jusqu'à la fin dans le processus de l'élaboration de cette loi jusqu'à sa promulgation. Et aujourd'hui, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de voir comment élaborer les textes d'application. Et notre venue ici, c'est peut-être pour recueillir les propositions que les uns et les autres font pour les différents textes qu'on devra mettre en place. Et peut-être aussi de temps en temps préciser l'esprit qui a guidé. Je crois que le point sur lequel on vient de discuter tout à l'heure, dans la première mouture, c'était pour le don familial. On l'a enlevé à la dernière minute. Et c'était pourquoi? Parce que les 38 greffes qui ont déjà eu lieu au Cameroun aujourd'hui sont des dons familiaux. Il est difficile, entre vivants, pour un être humain d'accepter d'aller donner son organe à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et les techniciens qui étaient là également ont dit qu'il y a le problème de compatibilité, comme vous venez de soulever également. C'est plus facile à un membre de la famille de donner son organe à un membre de la, parce qu'il y a compatibilité facilement. Et on se disait également, pour un État nouveau comme le Cameroun, pour éviter la commercialisation, c'est facile de contrôler. Parce que le gros problème qui se pose aujourd'hui dans la définition du don, on dit qu'il est gratuit, comme le nom le dit, le don. Il est gratuit. Mais quelque part, il y a des coûts à supporter. Il y a des opérations qu'il faut faire, il y a des examens préopératoires qui portent tout ça sur son dos. L'expérience a montré que les 38 cas dont le Cameroun a déjà eu à faire état aujourd'hui, comme c'était des problèmes de famille, c'était plus facile pour la famille. La gratuité s'applique facilement quand c'est 2 membres de la famille. S'il faut aller faire tel examen préopération à quelqu'un à qui vous voulez, c'est facile, on ne va pas aller demander l'argent à quelqu'un. Or, si c'est un étranger, la loi l'interdit de donner de l'argent parce que tu dois aller faire tel ou tel examen. Comment ça va se passer? Donc, c'était très difficile. L'idée que mon frère a mis tout à l'heure là derrière concernant la subvention, je crois que c'est pour le moment, on en a beaucoup discuté. Et je crois que dans la rédaction des textes d'application, il y a vraiment beaucoup de choses que nous devons prendre en compte. On s'est dit si aujourd'hui l'État supporte la dialyse presque à 100%, pourquoi l'État ne le ferait-il pas avec le don d'organes? Quoique l'opération de don est estimée autour de 8 millions pour une opération. Mais ça coûte cher pour une fois parce qu'après, il n'y aura plus quelque chose à payer. Alors que la dialyse, quand on fait les mêmes calculs en un an, on est presque dans le même montant et il faut aller chaque année, ça ne finit pas. Alors qu'avec le don, la maladie finit une seule fois et on n'en fait plus. Donc vraiment, les suggestions, l'autre intervenant a également demandé qu'on associe beaucoup de parties dans la rédaction de ces textes. Nous sommes preneurs également. On peut vous rassurer que pour que ce texte de loi sorte, toutes les administrations que vous avez citées là étaient présentes.
dans l'élaboration de ces textes. Je crois que les seules parties qui n'étaient pas là, c'était les ONG qui font dans la lutte contre les droits de l'homme. Et on a pris acte pour les textes à venir, qu'on doit les solliciter. Donc vraiment, pour nous, cette occasion est vraiment idoine. Parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais au moins, ce texte, il fallait le lancer. Et pour dire à notre intervenant qui disait que on a mis la charrue avant les bœufs, moi je dirais au contraire, les opérations ont commencé sans un texte de loi. On vous dit aujourd'hui, nous sommes à 38 grèves qui ont eu lieu, vous vous imaginez, sans le moindre texte. Ça veut dire que les praticiens pouvaient faire tout ce qui pouvait se passer pouvait se passer. Rien ne pouvait garantir ou bien, donc vous vous imaginez. Les textes sont même arrivés très en retard. C'est la pratique même qui a bousculé les autorités à comprendre qu'il est temps de faire quelque chose parce que ça avait pris de l'ampleur. Donc vraiment, pour la perspective, nous voulons vraiment que les gens, les craintes, comme on l'a dit, il y en a, parce que c'est quelque chose de nouveau chez nous ici. La culture a un poids très très fort et il est difficile que les gens le comprennent. Mais s'il y a une bonne sensibilisation qui amène les gens à comprendre pourquoi on fait le monde, donc pourquoi on fait ceci, ça va entrer dans nos cultures et ça passera. La seule chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est comment encadrer cette loi qui est sortie. Comment mettre des bons textes d'application pour que nos inquiétudes, nos craintes soient levées. Donc nous attendons vraiment beaucoup de propositions en termes d'idées pour qu'on puisse étoffer tous les textes d'application. Dans le texte également, on a parlé de l'organe éthique qui est devenu central dans tout ce qu'on va faire ici. Au départ, nous n'avons jamais songé de parler de l'organe éthique. Ça a été imposé à un moment donné parce que le gouvernement est fatigué des comités, des commissions. Il y en a une multitude, peut-être des milliers, des centaines. Et ça ralentit l'activité de l'administration. À la fin, on a dit qu'à chaque fois qu'on crée une commission pour ceci, ou bien un comité, à un moment donné, il y en a tellement nombreux, ça ne fonctionne plus. Donner quelque chose qui est là. Nous avons dit que nous avons déjà un comité qui existe, et c'est le comité national de l'éthique de la recherche pour la santé. Vous comprenez bien que c'est un comité pour la recherche. Et aujourd'hui, on est venu adosser d'autres responsabilités sur ce comité. La PMA a été validée, la DRF a été promulguée. On a adossé ça sur le comité national. Maintenant, voilà encore le don qui est venu. Ça veut dire que l'organe qui existe aujourd'hui, parce qu'il fallait leur dire que quelque chose existe, et à actualiser, il faut le refaire entièrement pour qu'ils prennent en compte la recherche, l'éthique, la bioéthique. Donc vraiment, nous avons besoin de beaucoup de propositions pour pouvoir mettre en place tous ces textes d'application. Pour le moment, on essaie un peu, on s'arrête d'abord. Merci beaucoup. Il y avait des doigts ici. On prend et on va revenir. Bon, je veux parler, patron. Merci beaucoup. Ça, c'est génial, le fait d'avoir conçu ici en Afrique le don de sang. Mais nous avons beaucoup d'inquiétudes. Le don d'organes. Mais nous avons beaucoup d'inquiétudes parce que vous voyez déjà, selon nos cultures, vous voyez que même quand un corps, normalement, comme on vient de dire là-bas, qu'en France, il y a au moins beaucoup de gens qu'on a retiré plutôt les organes à la morgue pour résoudre le problème, pour donner aux gens qui avaient besoin. Mais ici en Afrique, vous voyez que c'est très, très difficile. Je dis ici au Cameroun, parce que nous avons une culture bantou. Vous voyez que même ici déjà à la morgue, quand quelqu'un meurt, même d'un accident, la famille est obligée de tourner pour voir si on n'a pas fait quelque chose. Ce qui fait que vraiment, je vois qu'il faut une très grande sensibilisation. Si on ne sensibilise pas, on ne va pas se sortir. Par ailleurs, nous avons un hôpital de référence comme l'hôpital central de Yaoundé. C'est un hôpital de haut niveau. Si nous sommes en brousse comme je ne sais pas où, en Guémendouka, ou bien je ne sais pas où, si quelqu'un meurt là, ou si quelqu'un a besoin de dons d'organes, on va faire comment? On va les transporter là pour arriver ici à Yaoundé? C'est ça la question. Donc, c'est une donnée à vraiment réfléchir. Et par ailleurs, pour soutenir, vous devez soutenir votre action. Parce que vous voyez, quand on a dit beaucoup de choses comme le frère venait de dire là. Après, ça meurt. Parce que le projet meurt très vite, parce que les gens qui ont pensé l'idée n'ont plus été actifs
pour pouvoir réaliser les projets. Donc, je vous soutiens de faire tout et tout pour que ça soit quelque chose de bien. Et qu'on essaie de bien sensibiliser, parce que c'est un problème de sensibilisation, même interfamiliale. Vous voyez là, si quelqu'un a un problème, on peut donner le sang. On peut donner un organe pour résoudre votre problème. Merci. On va prendre les contributions et après vous donner, j'ai vu deux doigts ici, après vous donner le premier. Merci professeur pour la parole donnée. Je suis monsieur Sango, cadre du service d'hygiène en service dans cette institution hospitalière. Mon intervention en elle-même est une interrogation qui découle, n'est-ce pas, d'une analyse. Quand une loi touche au corps, elle convoque l'âme. Aujourd'hui, à travers le don et la greffe d'organes, nous parlons de vie transmise, de dignité honorée, d'égalité recherchée cependant. Ce texte de loi au Cameroun est une avancée notoire, certes, mais cette avancée, aussi tutélaire soit-elle, ne peut se suffire à elle-même, car derrière les chiffres et les textes, il y a des visages, ceux des donneurs, des receveurs, des familles endeuillées et des professionnels de santé confrontés à des dilemmes éthiques. Il y a aussi des risques, celui, n'est-ce pas, de la marchandisation du corps et de l'inégalité d'accès aux greffes. Dans ce contexte, une question s'impose, urgente et essentielle. Comment garantir que le don d'organes dans le contexte camerounais reste un acte de solidarité et non une opportunité pour les abus ou des inégalités sociales? Merci beaucoup. Telle est mon intervention. Merci professeur pour la parole donnée et merci de nous réunir ici pour la question qui est digne d'intérêt. Je parcourais la loi qui nous a été offerte à l'entrée et je suis tombé sur l'article 8 qui dit, je cite, « L'importation et l'exportation du matériel biologique sont interdites ». Et ça m'a amené à m'interroger sur une pratique courante et nécessaire dans notre contexte qui est l'exportation des échantillons biologiques comme les prélèvements de liquides biologiques et les prélèvements de biopsie pour analyse dans des laboratoires à l'étranger pour des analyses qui souvent ne sont pas faites dans notre contexte. Alors, est-ce que cette loi a tenu ça en compte? Et je m'interroge. Merci. Ok. Dernière, il y avait une loi devant. Merci professeur pour la parole donnée. J'ai des interrogations à la lecture de l'article 16. Mon interrogation, c'est par rapport au choc culturel. Parce que dans notre pays, nous connaissons des régions où les pratiques sur les corps et le culte des morts est bien développé. L'interlocuteur disait que les administrations ont été associées à l'élaboration. Donc, quid des chefs traditionnels? Je pense que dans la mise en œuvre de cette loi, il faudra beaucoup dialoguer avec les chefs traditionnels pour essayer de faire le pont entre la modernité de la médecine et les croyances locales. Et je pense aussi que cette loi, si elle n'est pas bien encadrée dans sa mise en œuvre, peut amener à fuir certains hôpitaux dans certaines régions. Donc, je suggère que pour un départ,
qu'il y ait une cartographie des formations hospitalières qui seront habilitées à faire les dons d'organes. Et quand on sait la faiblesse de notre archivage, j'ai des craintes par rapport à votre utilisation du registre des consentements que vous préconisez et qui sera établi. Il faudra qu'il y ait un bon encadrement pour que les consentements qui sont consignés dans ces registres puissent être à la portée de ces hôpitaux qu'on aura sélectionnés. Un précédent orateur disait, dans certaines localités, ce n'est pas possible d'avoir même à l'idée qu'on va faire le don d'organes. Maintenant, pour celles des formations hospitalières qui auront cet agrément, comment trouver un moyen pour que de façon, je ne sais pas, un peu encadrée, ils puissent avoir accès à ces informations-là pour pouvoir agir. Merci. OK, d'autres contributions? Deux, trois points de clarification. Le texte a évolué, et il a évolué pour prendre en compte un certain nombre de problèmes qui sont soulevés là. À l'Assemblée nationale, il y a des chefs traditionnels. Au Sénat, il y a des chefs traditionnels qui ont soulevé un certain nombre de problèmes. Et la transplantation, le prélèvement ou le transfert de matériel biologique s'effectue dans des centres accrédités. Il y a tout un chapitre, n'est-ce pas, sur ces centres accrédités. C'est dans le chapitre 5, dans sa première section. Il y a un certain nombre de choses. C'est une liste qui sera connue et c'est des équipes qui doivent démontrer qu'elles ont la capacité, et on va jusqu'à convoquer le comité d'éthique au sein de ces institutions-là, qui devrait être le gardien. C'est-à-dire, on a la liste de ceux qui ont besoin d'être éventuellement transplantés, et on sait ceux qui sont à l'hôpital, qui sont susceptibles d'avoir donné leur volonté, parce que ça ne doit pas être laissé aux seuls techniciens, n'est-ce pas, de la transplantation ou du prélèvement d'organes. Donc, tout le chapitre 5 convoque ces éléments-là. Maintenant, le point pertinent sur l'article 8, c'est un rappel que c'est interdit. Mais il y a des modalités d'autorisation. Il y a cette information selon laquelle il y a eu des organisations qui organisaient des trafics d'organes entre les pays pauvres et les pays plus riches. Certains de ces événements, on a vu des reportages en Afrique ou en Asie. On ne sait pas si c'est vrai, mais toujours est-il que pour éviter cette dérive, il est clair que au niveau de la douane, il y a une procédure pour le transfert de matériel biologique dans le cadre de la pratique médicale, qu'il s'agisse du matériel de recherche en particulier. Mais même au niveau international, en dehors des réseaux mafieux, on ne peut pas prendre un au Cameroun et l'amener en France pour dire qu'on va le transplanter à quelqu'un ou tout autre organe d'ailleurs. Donc il y a vraiment un encadrement, heureusement, et on a la preuve que lorsqu'il n'y a pas la loi nationale,
le cadre international s'impose aux Camerounais. C'est dans ce cadre-là que les transplantations qui ont été faites jusqu'à présent ont été réalisées en essayant de se conformer aux engagements à l'encadrement au niveau international. Mais nous prenons bonne note qu'il y a une dimension économique derrière. Si on autorise la transplantation rénale au Cameroun, c'est pour diminuer les coûts inhérents à la dialyse. C'est le même pays, c'est le même gouvernement qui subventionne la dialyse. Et s'il y a une intervention qui permet de diminuer les coûts récurrents de la dialyse, cela vaut la peine d'investir dans une logique de santé publique. Donc, on voit le rein, mais il y a d'autres possibilités. Nous savons, par exemple, aujourd'hui, que la greffe de moelle osseuse permet de guérir de la drépanocytose. Comment on le fait? Maintenant qu'on a un cadre, on peut se poser la question de manière claire comment nous faisons pour que cette greffe de moelle osseuse soit possible dans notre pays pour rendre possible, pour mettre fin au calvaire de certains enfants ou certaines personnes atteintes de drépanocytose. Donc, les points qui ont été soulevés, nous en prenons bonne note. L'enjeu économique, une fois qu'on est transplanté, les dépenses ne s'arrêtent pas. Il y a la question des immunosuppresseurs également. Donc, cette loi ouvre beaucoup de perspectives pour l'interpellation concernant notamment l'organe d'éthique de la recherche qui devient organe de bioéthique. Maintenant, les comités d'éthique institutionnelle, éthique du soin ou éthique de la recherche. Donc, il y a un vaste chantier où il va falloir clarifier les compositions, qualifier les procédures. Autant on peut protocoler, si vous me permettez le néologisme, l'éthique de la recherche en santé, autant les choix de bioéthique dans la pratique du soin, lorsqu'on est pris en tenaille entre les soucis d'argent et les soucis de soins en contexte de pénurie, les profils doivent pouvoir être différents, les acteurs doivent pouvoir être différents. Il y aura besoin de formation, il y aura besoin d'une législation sur les conflits d'intérêts, une réglementation qui doit être claire et vraiment une exigence de procédure qui soit assez claire. Je voulais juste rassurer, lorsqu'on dit les corps dans les morts, dans le cas des prélèvements, le corps chez qui on peut faire un prélèvement n'est pas à la morgue. Il n'arrive pas à la morgue. C'est-à-dire que ça se passe dans les services de réanimation, n'est-ce pas, ou dans les salles de déchocage. Le malade est en réanimation, ou alors il vient d'avoir un accident et les gens arrivent en état de coma grave et la décision doit se prendre là, sur le champ, que voilà, généralement les prélèvements doivent se faire dans les 4 à 6 heures, n'est-ce pas? On doit aller vite pour pouvoir faire les prélèvements. Donc c'est vraiment une certaine... Le corps qui est déjà allé à la mort n'est plus prélevable. Voilà, c'est pour ça que j'insiste dessus. J'ajoute un peu quelque chose là pour professeur, parce qu'en réalité, quand vous voyez dans les rues de Paris, la sirène là, pam, 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 c'est justement, c'est des organes.
C'est-à-dire que dès qu'on appuie ça, on traite ça comme un seigneur. Une urgence, oui. Donc, généralement, le plus important ici, c'est que c'est bien protocolé. C'est des malades qui sont en réanimation et à un moment donné, on se rend compte que là où nous sommes là, nous ne pourrons plus ramener à la vie et la question est posée à la famille et c'est à ce moment-là qu'on décide. C'est-à-dire que le malade peut sortir de la réanimation pour aller au bloc pour qu'on fasse le prélèvement, n'est-ce pas? Et aussitôt, on commence à préparer le receveur ou alors, sinon, ce n'est pas possible. Donc, il n'y aura jamais, le corps à prélever ne peut pas aller à la mort. Non, c'est justement pour ça, c'est pour ça qu'il est important et c'est ça qui est vraiment que nous devons bien comprendre. C'est-à-dire que le donneur vivant, le donneur, celui qui veut donner, si moi, Ngolo, je dis que je vais donner, je vais au tribunal et je fais savoir à un membre de ma famille que si je meurs ou si je suis en situation d'être en réanimation, j'autorise qu'on prélève mon rein pour donner éventuellement. Et logiquement, le membre de ma famille que j'amène, doit être celui qui est ma personne de confiance. Au moment où on m'admet en réanimation, il décidera. Il peut dire que il était là ou il peut faire semblant de ne pas vouloir parce qu'il ne veut pas. Mais au moins, c'est pour ça qu'il y a l'idée d'avoir un registre que si quelqu'un l'a dit au tribunal ou devant un notaire, que ce nom-là soit dans le fichier national, que telle personne est dans la liste et ceux qui sont dans les centres accrédités doivent être au courant que telle ou telle personne, c'est une organisation de la transplantation qui se met en place. C'est un réseau qui fonctionne sur un qui-vive. C'est vraiment 24 heures sur 24 dans les pays qui l'ont mis en place, mais ça ne peut pas se décréter du jour au lendemain. Donc, pour assurer les uns et les autres, il n'y aura pas de peur de manipulation dans les morgues en rapport avec cette loi. Alors, j'avais un commentaire particulier, je voulais insister. Le comité ou l'organe d'éthique, dit comme ça, c'est vague. Il peut y avoir éthique dans la police, éthique dans l'armée, éthique dans la justice, éthique dans la fonction publique, éthique dans le soin infirmier. Il y a même une éthique des délinquants, entre guillemets. Oui, n'est-ce pas? Le raisonnement qui permet de juger entre le bien et le mal. Or, une organisation, un organe, une institution chargée des questions de bioéthique a besoin d'avoir un certain nombre de ressources qui permettent de tenir compte des valeurs qui sont les valeurs d'un continent. Que pense le musulman du don d'organes? Que pense le chrétien du don d'organes? Que pense l'animiste du don d'organes? La décision même de ce qu'est la mort cérébrale. Comment on décide que oui, cette personne est en mort cérébrale? Qui a le droit de le décider? Et tout à l'heure, l'interrogation sur la solidarité. Qui décide? Qui assume que l'équipe qui doit faire ça a les ressources pour agir promptement dans les meilleurs délais? Qui entretient la liste de ceux qui sont en attente de recevoir ce don? C'est toute une organisation derrière où il va y avoir plusieurs. L'organe national peut édicter des règles, mais ça va se passer souvent sur le terrain. Et si on doit attendre que l'organe national
décident ou interviennent, il faudrait que les unités opérationnelles associées, ici c'est appréciable qu'on convoque l'existence de comités d'éthique au niveau de ces institutions, mais il faudra y mettre les ressources. Et ces ressources, c'est bien d'être capable de dire qu'ils vont pas seulement regarder le don d'organes. Lorsque quelqu'un arrive, il a été victime d'un accident à la circulation, on fait le scanner. Le scanner nous dit à 80%, s'il continue de vivre, il ne parlera peut-être plus, mais il peut vivoter. Est-ce qu'on a le droit de le maintenir sous assistance respiratoire? Est-ce qu'on a le droit de le laisser en unité de soins intensifs? C'est de ce type de questions-là, de la bioéthique. Qui a le droit d'aller en réanimation alors qu'on sait qu'on ne peut plus véritablement le ramener à la vie? C'est une problématique qui est associée, qui est liée à celle-ci, parce que c'est sur cette base-là que les logiques utilitaristes, c'est mon interprétation, ont commencé à avoir de l'intérêt en disant il est important de maintenir ces personnes en état de mort cérébrale à l'unité de soins intensifs parce qu'il est possible de prélever un morceau de foie, un morceau de rein, un morceau de pancréas pour pouvoir faire vivre d'autres personnes. C'est dans le bénéfice, dans l'analyse du bénéfice, dans la logique de santé publique. Parce que le malade en unité de soins intensifs sous d'autres cieux, ce n'est pas 100 000 ou 500 000 le jour comme chez nous. C'est parfois 3 à 5 millions par journée d'hospitalisation. Et quand on fait donc l'analyse du bénéfice de le maintenir, on imagine que s'il a accepté, s'il est jeune, on peut récupérer son cœur, on peut récupérer son rein, on peut récupérer un morceau de son pancréas, on peut récupérer une partie de son foie pour en faire vivre d'autres qui souffrent de maladies chroniques qui ont été enregistrées. Encore faut-il qu'ils soient compatibles. Tout à l'heure, il a été évoqué que le don semble plus facile à partir des femmes. C'est également la biologie, n'est-ce pas? En ayant les deux X, la possibilité de combinaison, de compatibilité est plus élevée, n'est-ce pas, que chez les hommes où il n'y a qu'un X et le Y bloque beaucoup de choses. C'était pour rire. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont plus solides et sont plus généreuses. Elles ont jusqu'à 2 X, l'homme n'en a qu'un. Elle peut donner un deuxième X et continuer. C'était juste pour vous faire rire. Voilà. Est-ce que nous avons un autre commentaire? Une autre? Oui, allez-y. Merci, monsieur le directeur, pour la parole. C'est monsieur Charles Richard, le chimier, surveillant général adjoint mondial de l'État central. J'ai écouté avec beaucoup d'attention la présentation du Dr Ngono, surtout sur le volet gratuité du don. Par ailleurs, il a dit que dans bon nombre de pays, à l'instar de l'Iran, il y a un prix forfaitaire qui encouragerait les gens à donner le sang, à donner l'organe. Dans notre contexte, où même donner le sang reste problématique, où la population ne semble pas encore avoir compris l'intérêt de donner le sang pour sauver une vie. Est-ce que ce n'est pas mettre les charrues avant les bœufs? Je rejoins celui qui a parlé. Voilà. Ok. Est-ce qu'on ne ressusciterait pas 50 ans avant le jour dit par rapport au don d'organes dans notre contexte au Cameroun? Et le fait, c'est vrai, la gratuité, il y a déjà une caution morale pour celui qui donne le sang, qui donne son organe.
la fierté de donner, la satisfaction d'aider. Et à côté de cette satisfaction, vous avez bien souligné qu'il y a, pour celui qui reçoit, une sorte de redevabilité, ou alors de culpabilité de porter l'organe d'une autre personne. Est-ce que le fait qu'il ne faudrait pas envisager, n'est-ce pas, un volet compensateur de celui qui donne son organe pour motiver justement les personnes à adhérer au projet? Voilà l'inquiétude que j'ai pour ne pas verser dans la situation qui prévaut actuellement par rapport au simple don du sang. Merci beaucoup. Ok, je vais réagir par rapport à cet aspect. La loi dont il est question ici est relative au don, au prélèvement et à la greffe. Ce n'est pas une loi pour promouvoir le don d'organes, c'est une loi qui encadre les pratiques qui se sont avérées nécessaires ou qui s'avèrent utiles dans la préservation de la santé. Dans les options de traitement aujourd'hui, on sait que dans certaines situations, il est possible de donner un organe pour soulager quelqu'un qui est en situation de maladie chronique. Si nous admettons cette option-là, on a vu, on peut donner son ovule, on peut donner ses spermatozoïdes, on peut donner son sang, on peut donner son rein, on peut donner. C'est pour encadrer les procédures autour, pour éviter toutes ces craintes-là, n'est-ce pas? Pour la petite histoire, la première ébauche autour de ceci date d'il y a plus de 20 ans. Et il a fallu le temps pour que les uns et les autres comprennent que c'est nécessaire. Nous l'avons entendu, 38 transplantations déjà effectuées au Cameroun. Elles ne se sont pas effectuées sans concertation. Elles ne se sont pas effectuées au hasard. Il y a eu une expérience, une adaptation à notre contexte. Et en allant analyser ces 38 dons, ils étaient quasiment tous des dons familiaux. Et donc, si on doit rester dans l'esprit d'une loi qui est une loi camerounaise, on admet l'altruisme, d'accord, mais on ne peut pas dire que celui qui veut donner doit recevoir une compensation. C'est une démarche personnelle, c'est attendu, mais lorsque c'est passé dans les familles, ok, le type accepte que mon frère va mourir. De toute manière, c'est nous qui cotisons pour ces séances de dialyse. Le conseil de famille se tient. On va faire les examens. Ils sont payés par la famille. On fait le bilan pour prélever là. Tout le monde fait l'anesthésie générale, n'est-ce pas? Et celui qui va recevoir est celui qui donne. Donc, il faut qu'ils aient fait le bilan et que quelqu'un paye le prix. Donc, dans une démarche familiale, communautaire, ça s'est passé. Est-ce que demain, ça peut se passer en dehors? C'est possible. Si c'est possible, comment nous l'encadrons? C'est la justification de cette loi. Et éviter d'entendre ce que l'on a entendu. Les Nigérians ont engagé la transplantation rénale. Elle est encadrée au Nigeria. Pour prendre l'exemple qui est le plus proche de nous, on sait qu'on a beaucoup de similitudes socio-culturelles avec le Nigeria. Ça se passe là-bas sans grande difficulté, mais il y a des histoires qui se sont dites. Donc on a des histoires qui se racontent. C'est vrai, il y a aussi un peu de fantasme. Ça ne manque pas dans la société, mais le but vraiment ici, ce n'est pas pour promouvoir, c'est pour encadrer les dons, les prélèvements ou les greffes lorsque c'est nécessaire. Ça reste au départ fait par des gens qui ont prêté serment que la première chose, c'est ne pas nuire.
c'est soulager, c'est soigner. Donc cette loi ne vient pas passer outre les exigences de l'éthique de la pratique de soins, n'est-ce pas? Ça vient juste encadrer un aspect de la pratique qui advient grâce au développement, mais il y a d'autres implications qui sont des implications financières pour le système. Le centre accrédité, ce n'est pas seulement les hommes et les femmes. Ce sont les ressources pour fonctionner, parce qu'une fois qu'on a admis qu'on doit faire ces gestes-là, il faut les faire au moment où ils doivent être faits pour tout le monde de la même manière, sans discriminer qu'il est millionnaire. On dit quoi? Quand on n'a rien, on appelle comment? Il est rienton ou voilà. Ok, merci beaucoup. J'espère que nous avons pris bonne note. Ce n'est que le début, comme l'annonçait Dr Ngono, pour tous ceux qui sont dans la communauté scientifique ou dans la société civile. Nous allons prendre le temps d'organiser une journée avec un appel à proposition pour qu'il y ait une journée scientifique sur cette thématique. C'est un tournant de la pratique de la médecine chez nous et nous prenons bien note que à l'occasion de cette question sur le don, nous aurons le droit de parler également du don du sang. Nous aurons besoin de parler ou d'inviter ceux qui connaissent bien les problématiques entre l'âme, le corps et le reste pour qu'ils nous partagent leurs perspectives, n'est-ce pas, également à cette occasion-là. Merci d'être venus, merci à ceux qui étaient en ligne et restez vigilants sur les appels à proposition, comme ça ceux qui veulent élaborer et partager leur expérience au cours de cette journée, vous soumettrez vos propositions de communication. Merci et bonne fin de mois. Et au mois prochain, nous verrons si nous prenons les congés au mois d'août ou pas. Mais vous serez tenus au courant s'il y aura un café éthique au mois d'août. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous sur la chaîne du podcast de l'hôpital central de Yaoundé. En abordant les enjeux éthiques du don et de la greffe de matériel biologique humain, nous avons mis en lumière les tensions entre progrès médical et principes fondamentaux, respect du corps, liberté du patient et équité dans l'accès aux soins. Ce dialogue, initié par le Centre pour le développement des bonnes pratiques en santé, nous rappelle que derrière chaque acte médical, il y a une personne, une histoire et une responsabilité collective. La loi numéro 2025/009 offre un cadre. À nous, professionnels, institutions et citoyens, de lui donner du sens et de la cohérence sur le terrain. Merci pour votre écoute attentive et votre engagement à penser la médecine autrement avec rigueur, conscience et humanité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition du Café Éthique, toujours plus éclairée, toujours plus proche des réalités humaines. À très vite.